un podcast out of phase. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le Talkback, le podcast qui fait parler les professionnels du son. Aujourd'hui, je reçois Chris Edrich, technicien live pour des tournées au travers du monde pour des groupes tels que Les Proust, Shining, The Ocean, Kadinja, Clone, Cold Guns ou encore Smash It Combo, mais aussi Homme de l'ombre en studio pour Hypnose, Clone, Rendez-vous Point ou Kadinja. Chris Edrich, c'est aussi un des membres fondateurs du collectif Frogs en Tour, un collectif de professionnels du spectacle vivant. Il vient aujourd'hui nous parler de sa carrière ainsi que de ses projets à venir. Chris, bienvenue. Je suis très heureuse de faire ce premier épisode avec toi, vraiment. Merci de me recevoir. Je t'en prie. Donc, pour résumer un petit peu, on va surtout parler de ta carrière. Tu as 2 casquettes et c'est plutôt rare, j'ai l'impression, de nos jours, puisque en fait, tu fais du studio et du live. Tu n'es pas seulement que du live. Tu n'es pas seulement un intermittent du spectacle vivant. On va commencer par la première question qui est relativement très simple. Comment vas-tu en ces temps perturbés ? Écoute, ça va justement. On essaie de rester occupé et de faire en sorte de pas trop perdre la main. Même si j'ai plus évidemment, il n'y a plus de boulot live. Toutes mes tournées ont été annulées. Celles qui arrivent à la fin de l'année, je ne sais pas vraiment encore si elles vont se faire. Mais bon, on croise les doigts. Et puis en attendant, du coup, c'était un bon moment pour moi de faire mon move vers un peu plus de studio justement, et puis pouvoir un peu travailler un peu plus de choses à la maison. Donc du coup, c'est pas plus mal. Ça me permet de récupérer plus de projets studio et puis de rester actif, quoi. Et puis du coup, voilà, j'ai lancé une petite affaire avec un ami qui fait du mastering, Pierrick Noël, qui fait du mastering à Paris. Et puis on a lancé cette affaire qui s'appelle 1543 Brothers, qui est une petite affaire de mix et mastering, justement, production et tout ça. C'est un truc sur lequel on a bossé qu'on bosse ensemble depuis 20 ans quasiment. On se connaît depuis 20 ans et puis on fait du son ensemble depuis 20 ans. Et on a démarré ça là en se disant, tiens, est-ce que le fait d'être coincé à la maison, ce serait pas l'occasion de finalement concrétiser un truc dont on parle plus ou moins depuis un bout de temps. Et donc voilà, c'est lancé. Et puis c'est cool. On a fait une petite page Facebook. Ça commence à avoir un petit peu du following. Et puis voilà, c'est très cool. Le nom de la page Facebook, tu peux nous le rappeler ? C'est 1543 Brothers. Ok. Et voilà, mix mastering. Et puis voilà, on a commencé à poster un petit peu des petites choses. Il commençait à avoir un petit peu du matos sur toutes choses qu'on avait fait finalement avant d'avoir ce nom-là. Avant de démarrer le truc officiellement. Donc, mais voilà, on a fait pas mal de choses, pas mal d'albums sur lesquels j'ai travaillé. Finalement, à chaque fois, j'envoyais ça chez lui parce que c'est le meilleur ingé de mastering que je connais, puis que j'ai confiance en lui. D'accord. Donc du coup, les choses se sont fait un peu naturellement. Et puis pareil, de son côté, quand il avait des gens qui lui demandaient pour du mix, il les envoyait vers chez moi. Donc on a un peu juste concrétisé des choses qui existaient déjà, c'était juste de les concrétiser un peu de manière officielle, quoi. Mais voilà, et du coup on a sorti un peu plein de trucs, que ce soit des albums, des vidéos live, on a fait des trucs avec The Ocean, on a des choses qui arrivent là encore qui sont vraiment cool aussi, donc voilà, ça démarre bien. Donc au final, ce confinement, c'est un peu, comme tout le monde, l'occasion d'être un peu plus productif, de lancer des choses, des idées, de mettre sur pied des choses qu'on a toujours mis à plus tard, en fait. Exactement, ouais. C'est super. Ouais, non, c'est cool, c'est que c'est plein de choses auxquelles on pensait un petit peu avant, et puis sans avoir jamais vraiment eu l'occasion de concrétiser. Donc au final, c'est pas plus mal de pouvoir s'y mettre pour de vrai. Sans dire que c'est une bénédiction, hein. C'est un coup dur pour tout le monde. Oui. C'est un sale coup, c'est personnellement un peu difficile aussi, tu vois, parce que bon, pour le coup, je respecte vraiment le confinement, et puis moi, ça fait 6 semaines que je suis pas sorti du tout, à part une fois pour aller faire des courses. D'accord. Ça fait 6 semaines que je n'ai pas foutu le nez dehors, vraiment, du tout. Donc, je commence à craquer un peu, je t'avoue que je deviens un peu foufou, mais voilà, du coup, j'espère vite que ça va se décanter et puis qu'on va pouvoir recommencer à voyager. Ça paraît un peu utopique pour l'instant, mais ce serait bien quand même. 100 km autour de la maison, c'est déjà pas mal. Ouais, ça réduit un peu mes tournées, là, je t'avoue. Oui, effectivement. Les trucs qui ont sauté pour moi, c'était de l'Amérique du Sud ouais, et du reste de l'Europe et des choses comme ça, donc... D'accord. 100 km, oui, en fait, j'ai plein d'amis aussi qui sont dans la même situation, qui avaient un printemps de tournée magnifique et qui se retrouvent comme toi, comme moi, comme tout le monde, en fait, à la maison. Nous aussi, en fait, on a tout ce côté, le travail nous manque beaucoup et ça nous a rendus hyper productifs avec les copains. Bah ouais, bien sûr, hein. J'imagine que la naissance de ce podcast, elle a peut-être été aussi précipitée. Peut-être qu'elle était déjà prévue avant, mais qu'elle a été précipitée par cette situation qui a fait que finalement,
On peut y passer du temps. Plus ou moins, voilà, on va dire. Ouais. Euh, la question en fait que j'aimerais te poser maintenant, c'est une question qui revient souvent en fait nous sur nos lives et sur la plateforme d'échange qu'on a créée. À quel âge tu as Mhm. commencé à penser au métier du son? Et à quel âge tu as commencé du coup? Alors, l'âge, c'est une bonne question. Que je réfléchisse. En gros, j'ai commencé à penser, on va dire, à faire ça assez naturellement. C'est qu'à l'époque, je jouais dans des groupes. Enfin, je jouais dans un groupe de la région un peu vers chez moi, là, qui est donc près de Metz. Mhm. Un groupe qui s'appelait X-Vision, D'accord. et puis avec lequel j'ai tourné pas mal à l'époque. J'étais guitariste là-dedans, et quand on a commencé à enregistrer nos albums, finalement, c'est un peu le moment où j'ai mis le nez dedans, un peu par la force des choses. Et oui, Pas spécialement que c'était un truc qui m'intéressait, mais bon, j'étais là, puis finalement, ça me faisait assez marrer de regarder comment les choses se passaient, oui, puis même mettre un peu les pattes dedans. Bon, à l'époque, je savais pas placer un micro, je savais pas faire un EQ. Enfin, à l'époque, un égaliseur sur un ampli guitare, s'il y avait plus de 3 boutons, ça me faisait flipper, donc c'était vraiment pas du tout c'était pas du tout mon truc. Et enfin, à l'époque, je pense que si tu m'avais dit que je finirais à faire ce que je fais maintenant, j'aurais rigolé un peu. Mais voilà, du coup, ça m'intéressait un peu. J'ai commencé à mettre un peu le nez dedans, et puis assister au mixage des albums, même si c'était pas moi qui mixais à l'époque. Mhm. Assister au mixage, on avait été chez Stéphane Burier, qui est toujours un grand nom Ah du oui, oui, métal en oui, France. bien Et sûr. donc du coup voilà, on a fait nos 2 albums avec lui parce que voilà, on savait que c'était avec lui qu'on voulait bosser parce qu'on avait vraiment aimé tout ce qu'il faisait. Ouais. Donc voilà, assister un petit peu au mixage du premier album, bah ça m'a un peu mis un peu le nez dedans, et puis récupérer les sessions à la maison pour m'entraîner avec un petit Cubase, et puis faire ça de mon côté, et puis au final, bah voilà, deuxième album. Entre-temps, moi j'avais déjà enregistré un petit peu des groupes de copains. Enfin, au final, j'ai mis le nez dedans plus par le studio que par le live en fait au départ. D'accord. Et Ok. donc voilà, donc ça c'était en 2004 notre premier album, donc j'ai 38 ans maintenant. Il y a Très 16 mauvais ans. calcul. Donc c'était il y a 16 ans, tu vois. Mhm. Et donc du coup voilà, j'avais 22 ans. Ok. Donc voilà, j'avais 22 ans quand j'ai commencé à mettre un peu mon pif dans le son et à me dire tiens, ça m'intéresse pas mal. Et puis je vais bidouiller mes petits trucs de mon côté. Et puis voilà, ça a commencé un peu à enregistrer les groupes des copains, aller leur faire le son dans des bars où c'est, tu sais, un micro dans la grosse caisse, et puis la voix, et puis basta. Et puis dans des conditions de merde, et plein de trucs, mais qui sont vachement finalement formateurs. Et puis jusqu'à ce que d'un coup ça devienne des vrais concerts où tu flippes pendant une semaine avant parce que tu dis oh là là, ça y est, je fais un vrai concert avec tout qui est sonorisé. Je viens C'est d'avoir clair. comment je vais faire, qu'est-ce que c'est qu'un compresseur, et tout ça. Enfin, on ne sait pas comment tout marche. Mhm. Donc voilà, puis par la force des choses, au final, les choses se font, et puis voilà. Puis je me suis retrouvé à bosser avec des groupes, soit qui devenaient de plus en plus gros, soit qui ouvraient pour des groupes plus gros qui, à leur tour, me disaient hey, c'était bien ton truc, est-ce que tu voudrais pas venir avec nous? Oui. Puis voilà, j'ai eu un peu du bol, j'étais souvent aux bons endroits au bon moment, et puis j'ai pas dû merder trop le boulot, sinon j'aurais pas le boulot, j'imagine. Et puis voilà, et puis je me suis retrouvé du coup à tourner de plus en plus, avec des groupes de plus en plus internationaux, on va dire, et puis voilà. Puis maintenant, bah, voilà, je fais un peu le tour du monde avec tout ça, puis c'est super. C'est génial. Puis je me marre bien, je travaille avec des groupes super. Et puis voilà, puis quand je suis pas en tournée, je fais du studio. Et puis quand je suis en confinement, je fais plein de studios aussi. Voilà. En fait, c'est super parce que du coup, tu as répondu à ma question d'après, qui était quel a été le Excellent. cheminement qui t'a amené en fait à aujourd'hui. Et en fait, je trouve ça très représentatif ta carrière, en fait, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de sondiers, j'ai l'impression, de renom, qui ont commencé Mhm. exactement comme toi, en se disant, bon ben, je vais faire le son pour les copains dans un bar, et puis on aura juste un micro kick et on va voir ce qu'on fait avec. Ah bah je vais peut-être pas repiquer les guitares parce que bon bah en fait ça sert à Ouais, rien. Les overheads, t'en as pas besoin parce que tu exactement. te On retrouves fait dans une avec. salle. Oui voilà, enfin c'est vraiment tu te retrouves dans une salle qui vraiment c'est la pire idée d'utiliser ça. Et du coup je trouve Ouais. ça vraiment super. C'est hyper inspirant comme réponse. Ouais, Euh, puis c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé en étant musiciens aussi, dans tous les cas. oui, oui, et puis en plus C'est c'est un une truc question qui qui revient est. beaucoup, tu sais. Ouais, Ah comment on devient un professionnel? Bah en fait, ouais. Est-ce qu'il faut être musicien pour être sondier ou... ah Je- oui. Ce genre de questions-là, Oui, où je oui. me dis, bon, enfin, je pourrais pas dire oui ou non. Je pense juste que dans mon cas, par exemple, moi, ça m'aide beaucoup d'avoir été musicien, même si je le suis D'accord. plus beaucoup maintenant. Enfin, en tout cas, je pratique plus. Par Ouais. contre, je suis sûr que enfin, moi, je pense que ça change beaucoup, beaucoup ma perception du truc. Euh, mais oui, dans tous les cas, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont commencé comme ça, ou qui commencent en étant des mecs qui sont dans leur groupe et puis qui ont besoin de se démerder un peu pour faire les choses.
Et puis voilà, puis oui, c'est une manière de commencer en tout cas, et puis surtout le fait de commencer avec des conditions un peu foireuses au début, ben, moi je trouve que c'est vachement plus formateur que d'aller dans une école Ah oui. où on va apprendre plein de choses théoriques qui sont sûrement très intéressantes. Moi je suis une quiche en théorie, tu vois, par exemple, je connais pas grand-chose. Tout ce que je connais de théorie, c'est des choses que finalement dont j'ai fait l'expérience, et puis que du coup maintenant je le sais parce que je sais ce que ça donne comme Eh résultat. oui, Mais par contre, sur un graphique, un calcul, un machin, je suis absolument nul à chier. Donc, donc voilà, pour moi, c'est assez improbable d'expliquer des choses vraiment où, tu vois, je pourrais pas donner des cours dans d'accord, une école ou des trucs comme ça d'accord. parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais plus au feeling que voilà. On reviendra dessus, mais ça fait quand même écho à quelque chose que j'ai pu observer dans ta façon de travailler en live. Ouais. Parce que j'ai les yeux partout et que je bouge beaucoup de ma petite région. Si tu devais choisir, Ouais. imaginons, bah tiens, tu dois choisir entre, dans un tournant important de ta carrière, Mhm. est-ce que tu choisirais le live ou est-ce que tu choisirais le studio? Et est-ce que tu peux m'expliquer qu'est-ce qui pourrait valider ce choix? Question très difficile. Très C'est difficile, hein? ultra difficile. C'est ultra difficile parce que je t'avoue que pour l'instant, j'adore vraiment les deux. Mmh. Euh, et ce qui est marrant, c'est que tu m'aurais posé la question il y a quelques semaines. Je pense que je t'aurais dit sans aucune hésitation le live. D'accord. Parce que voilà, je suis plus tout jeune, mais je suis pas encore si vieux. Oh, Et oui. finalement, tant que je peux encore tourner, j'ai envie de dire, bah ouais, cool, tu vois, je peux voyager, voir Eh du oui. pays, rencontrer des trucs. Enfin, c'est ultra intéressant de voyager autant. Et donc, du coup, je me disais, jusque-là, tant que je peux en profiter, je le fais. Et puis le jour où je serai trop vieux pour tourner, ben, je pourrais me concentrer plus sur le studio et puis repartir un peu vers ça. Là, évidemment, le fait que les choses ont un petit peu changé et puis que j'étais un peu forcé à me dire bon bah non, faut que je repousse vers le studio parce que sinon j'ai pas de boulot, Eh oui. puis je peux pas manger des cailloux, donc c'est pas très bien. Du coup, ça m'a forcé un petit peu à voir les choses autrement et à repousser vers le studio d'office de toute façon. C'est un truc que je faisais déjà entre les tournées parce que j'aime bien ça. Et puis voilà, mais c'est sûr que là, ça m'a forcé à reconcentrer un petit peu plus dessus. Et puis je me rends compte que j'aime beaucoup ça et que surtout là, le fait de me remettre vraiment la tête à 100% dedans, j'apprends plein de trucs et que c'est un truc qui est assez excitant finalement enfin les moments où tu apprends, c'est quand même un peu les meilleurs moments où tu sens que tu évolues et que et puis voilà, et puis dans tous les cas, j'apprends tous les jours, hein, même en tournée, enfin tu vois, c'est pas parce Oui. que je le fais depuis un bout de temps que j'apprends rien, c'est de toute façon toujours ultra intéressant et puis j'apprends des tonnes. Mais là, du coup, forcément, c'est un domaine un peu plus inexploré pour moi parce que je faisais plus de tournées Eh que oui. de studio ces derniers temps, ces dernières années, on va dire. Parce que voilà, évidemment, vu que je tournais de plus en plus avec de plus en plus de groupes, ben, ça me laissait de moins en moins de temps pour faire des albums. Là, du coup, le fait d'en avoir du temps, bah, ça me remet un peu le nez dans ce truc-là en me disant putain, il y a plein de choses qui ont évolué entre temps, des nouveaux plugins qui sont sortis, enfin, des nouvelles techniques, il y a des mecs qui font des tutoriels de partout, il y a des trucs super intéressants. Il y a des plateformes comme URM, enfin, tu sais, c'est les mecs qui font des espèces de tutoriels et puis de cours où ils te filent carrément des multipistes de groupes super connus. Ils Oui, invitent oui. ils invitent les mecs qui ont mixé ces albums-là, qui sont assez mythiques, à expliquer ce qu'ils ont fait et tout ça. Et donc, du coup, enfin, on a eu par exemple le, 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 le boss de cette boîte-là qui nous a contactés avec Frogs on Tour. Je pense qu'on va en reparler un peu plus tard de Frogs on On Tour, va ce en petit reparler collectif. évidemment. Mais voilà, il nous a contactés par exemple en nous disant hey, on veut filer un coup de main aux gens qui se sont affectés par tout ce truc qui arrive là en ce moment. Est-ce qu'on peut vous offrir 2 mois de URM alors que normalement c'est un truc payant Oh, c'est à tous les génial. mecs de Frogs on Tour, si vous voulez, tous les mecs qui font du son et qui sont intéressés par les trucs studio, bah, si on peut vous garder productif en attendant et puis que vous pouvez faire le truc, on vous offre 2 mois. On était là, putain, mortel. Puis Oh, voilà, c'est du coup, génial. on a eu ça. Et puis du coup, par exemple, bah, c'est des moments super intéressants parce que bah, voilà, j'apprends aussi plein de trucs là-dessus qui vont aussi me servir pour le live. Hein, tout est lié, donc voilà, du coup, je m'écarte un peu du sujet. Mais la question était est-ce que je choisirais le live ou le studio? Ben, je te dirais que voilà, peut-être il y a pas si longtemps, je t'aurais dit clairement le live. Là, maintenant, j'apprécie vachement de refaire du studio. Et voilà, donc dans tous les cas, je pourrais pas choisir là maintenant. Le live Mhm. me manque terriblement aussi. Eh Et oui. j'ai vraiment envie de retourner tourner des boutons avec des mecs cool qui font de la musique qui me donnent des frissons. Mais tant que c'est pas possible, je suis très content de faire du studio. Et dans tous les cas, je vais amorcer un virage qui va faire que je vais en faire plus aussi. Donc je pense que D'accord. je vais faire un petit peu moins de live une fois que ça va Oui. se relâcher. Parce que j'ai envie de faire plus d'albums aussi et que ça m'intéresse comme ça. D'accord. Ok.
En fait, voilà, ma confidence arrive et sache vraiment que je ne te dis pas ça pour te faire plaisir. Pas de souci. La première fois que j'ai vu Les Prousses, Mhm. c'était en 2017, en novembre 2017 à Marseille. Avec Devin Townsend. Euh, ah non, pas avec Devin Townsend. Il me semble que c'était Ah oui, non, novembre avec... 2017, c'était la fin de l'année, oui. Début 2017, j'avais fait Marseille avec Devin Townsend et les pros. Oui, C'était ma et première tournée avec les malheureusement, pros. j'étais pas là. Cependant, j'ai des amis qui étaient là et qui m'ont dit que le son de Les Prousses était incroyable. Excellent. Et donc là, moi, je te parle de ma propre expérience. Où est-ce que j'ai vu Les Prousses avec, je ne sais plus le nom des premières parties, il me Agent semble, Fresco à John Fresco, tout à fait. et Tout à peut-être fait. 22. Je sais plus Oui, qui ouvre tout hein, à sur fait, celle-là. c'est Ouais, ça. c'est ça. Hein. C'était ça. Dans la C'était petite ça. salle du Moulin, qui était une horreur Dans la, absolue. dans la petite salle du Moulin. Mais le Quelle son horreur. était une merveille. C'est vrai. Vraiment. Oh, j'en Ah ai oui. chié ce jour-là. Malheureusement, j'ai pas pu me mettre près de la régie, chose que je fais toujours d'habitude ce jour-là. Ouais. Mais j'étais en balcon et vraiment, c'était incroyable. D'accord. Je voyais le DB mètre et le son était d'une douceur incroyable. Vraiment. Cool. Si ça se trouve, c'était mieux au balcon combat. Alors, peut-être. Moi, je l'ai mal vécu ce concert. Je me suis battu un peu avec des Mais je gens. pense que tout le monde le vit très mal pour avoir, je vais pas rentrer dans le détail, mais pour avoir hébergé des concerts dans cette salle, quand les artistes Ouais. arrivent, qui voient la salle de derrière, Et c'est ça, c'est qu'en plus, et la qui salle se de derrière, c'est retrouvent. celle que j'avais faite avec Devin Townsend. Donc on était à se Et dire, oui, ouais, c'est super cette salle. Et puis là, voilà. ils nous ont dit, non, en fait, vous faites la petite. On était, Ouais, oh non, c'est souvent la réaction des dur. artistes et du crew quand tu vois qu'il y a un espèce de super Disneyland et qu'en fait toi tu te retrouves à la foire à la saucisse. En fait, c'est un peu le comparatif, j'ai l'impression. Ouais, ça fait un peu ça. Euh, donc ça m'étonne pas, Mhm. du tout. Ouais. Donc j'avais pu vraiment me rendre compte que le son était donc incroyable ce jour-là. Euh, et j'ai l'impression que quand tu travailles en live, tu gardes quand même une façon très organique de bosser et tu n'es pas dans l'extravagance de tout toucher, de faire des IQ inutiles parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Euh, c'est vraiment une justesse assez incroyable, j'ai trouvé. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Bah écoute, alors oui, dans l'absolu, oui, le naturel, c'est évidemment ce qui prime pour moi. Ce qui compte le plus pour moi en général, c'est d'essayer déjà de. Bah, enfin, le groupe, il sonne comme il sonne, et puis on peut pas. Enfin, surtout en live, j'ai envie de dire, il n'y a pas des tricks comme on a en studio à retriguer toute une batterie, Eh oui, à retuner un chanteur qui chante faux, à réamper des guitares. Enfin, on peut pas faire tous ces trucs-là. Donc, d'office, déjà, on est déjà à moitié coincé avec ce que le groupe il nous donne, et puis on est censé un peu dealer avec ça. Euh, Après, alors oui, dans l'absolu naturel, c'est un truc qui me plaît beaucoup. J'ai envie que le groupe il sonne comme il sonne. Mais en même temps, de l'autre côté, alors oui, pas d'écu inutile, ça c'est sûr. Si un signal il est bien, je vais pas le triturer dans tous les sens. Ça, je l'ai vu trop de fois aussi des ingé sons qui, je pense, ont peur de pas faire de choses et de pas avoir l'impression ou de pas donner l'impression d'être utile. Et que du coup, quand ils ouvrent oui, une tranche, tu te dis ouais, ça sonne super. Et puis ils commencent à faire des écus dans tous les sens. Puis à la fin, ça sonne tout pourri. Donc ça, je trouve ça ultra dommage. Et je pense que des fois, oui. un bon ingé son, il doit savoir ne rien faire aussi, savoir quand fermer sa gueule. C'est vraiment intéressant aussi, tu vois. Après, par contre, je suis très très libéré du respect du signal de l'autre côté. Si un signal, il est pas bon, Mhm. j'en ai rien à foutre de faire une EQ qui a pas de gueule, tu vois, et de faire un truc où tu te dis, oh là là, putain, si je montrais ça à quelqu'un justement, par exemple, qui sort d'une école où on te dirait, non, mais tu respectes pas le signal, et enfin, tu vois, ce serait un scandale. Ça, j'avoue que je m'en fous un peu. Pour moi, ce qui compte, c'est le résultat. Et donc, du coup, Bien je sûr. suis assez libéré de tout ça et de toutes les considérations de respect du signal et de l'école qui dit que si on doit faire du son, il faut juste mettre un coup de bas et compresser très légèrement et que c'est comme ça que le groupe il veut sonner. Ça, c'est super quand on mixe du jazz, mais ça vaut pas pour toutes les musiques, je pense. Et encore moins dans le métal, j'ai l'impression, hein. Encore moins dans le métal. Bah alors ça dépend. Il y a un truc qui est très cool dans le fait de tourner avec les mêmes groupes pendant Mhm. longtemps, c'est qu'on instaure une relation de confiance et que ces groupes en question, ils vont être très ouverts à partir du moment où ils se rendent compte qu'on fait du bon boulot. Ils vont être très ouverts finalement à ce qu'on peut leur suggérer. Donc si le guitariste il a un son tout pourri, au lieu de se dire bon bah je dois faire des écus de merde dans tous les sens pour essayer d'améliorer ce truc, je vais peut-être lui dire de changer d'ampli, je vais peut-être mettre mon nez dans son truc et puis faire en sorte qu'il sonne bien à la source. Et donc du coup finalement tous ces trucs là ça fait qu'à la fin bah ouais on a moins besoin de faire des choses.
Mais au départ, souvent, ça démarre de bah ouais, on est obligé de faire des trucs un peu abracadabrants parce qu'il faut compenser des choses qu'on ne peut pas encore changer. Et puis qu'au fur et à mesure que la relation elle s'installe, et ben, on peut un peu plus mettre notre grain de sel dedans. Ce que tu dis, ça résonne énormément dans ce que moi j'ai pu expérimenter au cours de ma courte carrière, mais j'ai été confrontée à Ouais, tout ce que tu viens de citer, c'est-à-dire ouais. le tech qui met des IQ pour dire je mets des IQ, alors qu'en fait Mhm. tu sais même pas comment va sonner ton gars quand il va commencer à jouer, donc pourquoi tu Bah fais ouais, ça? Et la ouais. relation de confiance, c'est marrant parce qu'on en parlait hier avec le crew de Autophase. Euh, Mhm. la relation de confiance entre un artiste et son technicien, c'est ce qui vraiment, pour moi, je pense que ça représente bien 40% du travail qui va être fait ensuite. Parce que si ton artiste ne te fait Absolument, pas ouais. confiance, tu n'arriveras pas à faire quoi que ce soit avec, Ouais, tout simplement. ouais, clairement. Donc tout ce que tu dis, ça résonne énormément dans la philosophie de travail que j'essaie de m'appliquer, en tout cas, tu vois. Donc je Ouais. trouve ça vraiment Bah, génial. dans tous les cas, oui, c'est vrai. Je pense que c'est le meilleur outil que tu puisses avoir pour travailler. C'est bien plus important que la marque de table de mixage, quel micro tu vas mettre sur quel instrument. Le meilleur outil que tu puisses avoir, c'est la confiance de tes artistes. Et ça, c'est valable en studio aussi, par exemple. C'est un truc qui est ultra important. Euh, En studio, pour moi, par exemple, c'est un truc que je vois aussi, surtout dans le sens quand je fais de la réal, vraiment, donc de la prod sur des albums, et que je vais commencer à mettre mon grain de sel dans l'artistique, finalement. Et dans les morceaux des mecs, quand je vais leur dire, tiens, ce passage-là, il est pas terrible, faudrait peut-être qu'on refasse ci, ça. Mm, mm. Si t'as pas leur confiance, ils vont remettre tout ce que tu peux leur suggérer en question. Alors que finalement, s'ils se rendent compte Bien sûr. dès le début que tu vas dans le même sens et que tu es là aussi pour faire un bon disque, et ben ils te font confiance et puis du coup ils lâchent vachement plus les rênes et puis ils te laissent plus de liberté pour finalement faire ton truc. Et ça donne souvent des meilleurs résultats parce que voilà. Mais pour ça, il faut aussi qu'ils se rendent compte que tu es autant demandeur de conseils qu'ils le sont. C'est un échange, encore une fois. Oui, Et moi, je sais qu'en studio, par exemple, je vais être le premier aussi à suggérer quelque chose qu'on essaye. Et puis, je vais être le premier à dire ah bah non, c'est de la merde, et puis on fout ça à la poubelle. Même si c'est mon idée, c'est pas une question d'ego. Il faut bien toujours sûr. réussir à mettre son ego de côté parce que c'est absolument pas une question d'ego. Il faut toujours Oh rester oui. plus au service de la musique. Donc finalement, s'ils se rendent compte d'un coup que tu es au service de la musique et que c'est pas juste pour faire passer tes idées, ils vont se dire ah merde, ce gars en fait c'est cool. Et il nous suggère des trucs et en plus c'est lui le premier à se mettre le blâme s'il y a un truc va pas. Donc c'est que finalement ça se respecte Mm, mm. et puis voilà. Et donc du coup en live c'est un petit peu pareil, c'est qu'en général ça prend juste quelques concerts ou quelques dates où finalement les mecs ils ont des bons retours et que les gens leur disent ah le son il était super et puis d'un coup ils vont se dire bon bah ce gars-là il a l'air de faire du bon boulot sinon Mm, mm. on lui donnerait pas autant de crédit. Donc finalement, bah, s'il fait du bon boulot, bah, peut-être que je vais lui demander s'il y a un truc à changer. Et du coup, j'en viens à, du coup, à avoir des artistes qui sont, avant même que moi je leur dise s'il faut changer quelque chose, c'est eux qui viennent me dire, est-ce que tu penses que je dois changer quelque chose sur mon son? Est-ce que tu penses que ce truc-là était bien? Et comment on a joué aujourd'hui? Enfin, tu vois, Oui. à un moment, ils font assez confiance pour te demander ton avis sur les choses et en tenir compte, surtout. Et Et ça change plein de trucs. cette question, c'est un peu comme une carte de valeur qui dit je te fais confiance. Je te Exactement. demande est-ce que je dois changer quelque chose à ton avis? Et, euh, et ça, c'est vraiment ouais, le basique dans l'échange artiste et technicien. Ouais, non, clairement. Indispensable pour moi. Est-ce que tu pourrais me parler un petit peu de Frogs on Tour, ainsi que la création, pourquoi et comment, surtout? Alors, Frogs on Tour. En gros, ça a démarré. L'impulsion de base, c'était donc Camille Béchet et Tim Bigford, qui étaient jusqu'à il y a peu finalement les deux autres sondiers du collectif avec moi. Quand on a démarré, on était que tous les trois. Mhm. Et donc, du coup, en gros, c'est eux deux qui m'ont contacté en me disant, écoute, on se connaissait déjà avant tout ça. Puis on s'était déjà fait un peu tourner des plans et un peu de boulot. D'accord. Et au final, on s'est retrouvés. Donc, ils m'ont contacté en me disant bah, tiens, on aimerait bien lancer une espèce de petit collectif de sondiers. Donc, à la base, c'était censé être un truc de sondiers uniquement. Oui. Parce qu'on se rend compte que finalement, à nous trois, on tourne beaucoup déjà à l'international, en Europe, enfin hors France. Et puis qu'on pourrait peut-être avoir une espèce de force supplémentaire à se monter en collectif pour pouvoir finalement répondre à
à des besoins de groupe. Enfin, on avait déjà forcément tous nos groupes, les artistes avec lesquels on travaille, etc., qui nous prenaient déjà pas mal de temps. Mais on s'est dit, peut-être que finalement, ça peut aussi nous apporter pas mal de choses, parce qu'on bosse avec plein de groupes, plein de management, d'agents de booking et de trucs comme ça, qui faisait que finalement, bah ouais, on pouvait peut-être essayer de centraliser un peu tout ça pour leur montrer qu'on créait un truc qui avait une espèce de, je dirais pas un label de qualité, mais un truc un peu du genre, Oui. qui dirait, bon bah voilà, si on ne peut pas être là pour un de nos artistes, on peut se faire remplacer par un des autres gars, et ça va garantir qu'on sait que c'est bien, parce qu'on se fait tous confiance, on sait qu'on fait tous du bon boulot, on sait qu'on parle tous assez anglais pour se bouger à l'étranger, et puis tu vois, et puis c'est plein de choses qui comptent quand même beaucoup, et que finalement on s'est dit bah ouais, pareil finalement que 1543, tu vois, c'était un peu le délire de on a déjà fait un petit peu ça avant, de se refiler des plans, etc. Maintenant on va juste l'officialiser en y donnant un nom, et puis en existant sur les réseaux sociaux, et puis voilà, donc c'est comme ça qu'on a commencé ce truc là. Juste donc à 3, en mode c'est un collectif de sondiers. Et puis finalement, assez vite, on a ouvert le truc à d'autres gens et d'autres métiers autour du spectacle. D'accord. En intégrant Capsule, qui est notre bon lighteux, qui bossait aussi déjà avec pas mal de groupes avec lesquels nous on bossait en tant que sondier. D'accord. Donc pareil, tout s'est fait toujours de manière très naturelle, et avec le côté on est des potes, on est des gens qui savent qu'on on peut compter les uns sur les autres. On fait tous, on a tous une bonne estime les uns des autres, niveau boulot aussi. Et il y a une espèce d'éthique de travail qui fait qu'on sait qu'on a des bons résultats, et que les artistes avec lesquels on bosse, ils sont contents de notre taf. Donc voilà, il y a un petit peu tout ce truc là autour. Donc voilà, on a intégré Capsule, qui est devenu le premier lighteux du collectif. Donc de là, c'est plus devenu un collectif de sondiers, mais un collectif de live crew. Oui. Et puis ensuite voilà, on a commencé à avoir un peu plus de monde. Marine qui fait du tour management. Et là, on a intégré plus récemment Jimbo, qui fait du son aussi. Donc on a un 4e sondier. Oui. Et ben du coup, on se retrouve quand même à étoffer un peu le truc. Et puis voilà quoi. Et c'est pas mal, parce que ça a permis d'avoir des tournées quasiment exclusivement Frog Zone Tour, avec finalement sur lesquelles j'étais quasiment le seul à pas en être. Mais voilà, voilà, ils ont fait des tournées par exemple avec Camille à la face, Tim sur scène, Capsule au light, Marine qui fait la régie. Donc du coup c'est assez cool, parce que ça permet presque déjà de faire des packages. Et oui. Pour certains artistes qui pourraient dire bon bah on a besoin d'un lighteux, ah bah cool, on a quelqu'un, ah bah on a besoin d'un sondier aussi, on a besoin d'un mec au retour, etc. Donc ça permet quand même pas mal de trucs. Et puis ça nous a filé un petit peu de poids aussi, bizarrement, vis-à-vis de marques et de trucs comme ça, des marques de consoles, ou des choses des marques avec lesquelles on n'avait pas eu de contact avant ça. D'accord. Alors que finalement, on avait tous un bon following sur les réseaux sociaux, par exemple, à titre personnel. Mais le fait d'exister comme un collectif, donc comme une espèce de société, on va dire, pour les marques, pour eux, c'est comme si on était une boîte, une compagnie, un truc comme ça. Et ça nous a finalement donné une espèce d'existence presque légale, qui a intéressé des marques. Donc du coup, on a Midas, par exemple, qui repartage beaucoup de trucs qu'on fait. Et puis du coup, Camille et Tim, ils ont acheté une console de chez Midas. Et du coup, quand ils font des vidéos, il y a Midas qui repartage les vidéos. Il y a eu des interviews. Il y a eu un peu plein de trucs comme ça. Et c'est assez marrant de se rendre compte que finalement, en officialisant des fois des choses qui existent déjà de manière officieuse, on se dit bon, ça va pas changer grand chose, et en fait ça change plein de choses, donc c'est quand même pas si Bien mal. sûr. Et puis voilà, pour l'instant c'est un chouette truc, et puis voilà, on se fait ça sans pression. Justement, on n'est pas une vraie entreprise au sens officiel du terme, mais par contre ce qui est assez cool, c'est que ça fédère quand même pas mal de contacts, et puis de confiance en fait autour, et c'est assez cool. Et ça nous a permis justement de nous faire remplacer à droite à gauche. Moi j'ai remplacé Camille à la face avec Betraying the Martyrs plusieurs fois. Je lui ai demandé de me remplacer avec les Prousses pour un festival que je pouvais pas faire. Donc du coup on a plein de trucs comme ça qui marchent bien, et c'est cool, parce que les groupes nous font confiance là-dessus. Et puis en général ils n'ont pas été déçus, et puis du coup on a un peu plein de choses qui font que ça se passe assez dans la douceur, et puis que voilà, on s'entend bien, et puis c'est assez cool. Dès qu'on a des propositions de tournée qu'on peut pas faire, on a un petit groupe de discussion sur lequel on va proposer ça.
Est-ce qu'un de vous peut le faire? Tac, tac, tac. Et puis on se fait tourner plein de boulot. Et puis au final, on a souvent même des propositions qu'aucun de nous peut faire parce qu'on est tous pas mal bookés et puis qu'on fait tourner à d'autres, du coup, qu'on connaît, qui sont pas forcément partie du collectif. Mais encore une fois, pareil, le collectif, c'est pas du tout dans l'idée de bouffer les autres ou quoi que ce soit. Il y a du boulot pour tout le monde, normalement. Se serrer les on coudes. est bien content de pouvoir le faire tourner. Voilà, c'était ça. C'était plus de l'entraide. Et du coup, on est super content aussi de pouvoir communiquer avec des gens qui sont à l'extérieur du collectif et de pouvoir refiler des plans aussi à d'autres. Donc c'est vraiment très très cool. Et puis voilà, c'est que des gens bien qui font du bon boulot. A priori, j'ai pu avoir la chance, je pense, de tous vous entendre mixer à un moment donné dans ma vie. Alors, il me semble que si on enlève... J'ai dû entendre Camille, parce qu'il me semble que Camille travaille pour Dying Fetus. Oui. C'est ça, autres, oui. avec Paul en tour manager. Ouais. C'est cet homme-là qui m'a poussé dans le son. C'est Paul. C'est vrai, excellent. Oui, c'est Excellent. très, très drôle. Donc, et Beatring the Martyr aussi, j'ai pu les voir et même les accueillir plus d'une fois dans ma région. D'accord. Donc, certainement que j'ai dû tous vous entendre bosser. Et c'est vrai qu'en général, quand on connaît un petit peu le milieu du son, on est toujours content de voir arriver un des membres du crew de Frogs on Tour. On sait que ça va être cool, quoi. Ça va être très, très cool. Excellent. Je vais faire écho sur le fait que vous travaillez avec Midas. Et j'espère que tu vas pouvoir quand même répondre à mes questions de façon plus ou moins objective. Okay. Si tu devais te rappeler d'une première console au tout début de ta carrière, de laquelle tu me parlerais? Je pense la 01V de Yamaha. C'est incroyable, tout le monde. C'était les premières numériques, donc c'est peut-être pas la première sur laquelle j'ai bossé, mais en tout cas c'était la première numérique. Puis j'ai bossé dans une petite salle de concert à Nancy, où ils en avaient 2 qui étaient linkés pour pouvoir avoir assez d'entrées. Okay. C'était un setup assez particulier, mais bon, ça marchait. Et pour l'histoire, d'ailleurs, dans cette salle, on a fait Gojira à l'époque, magnifique. qui était absolument énormissime, avec 2 01V et puis un Avalon au cul de tout ça sur le master. C'était incroyable. Oui. Et donc voilà, donc à l'époque, 01V, c'était un peu, c'était mes premiers contacts avec les consoles numériques. Les analogiques. J'ai jamais été un gros geek du matos. D'accord. Je t'avoue que la moitié des salles où je vais, tu me demanderais quel système il y a en l'air ou si les consoles, c'est ce que je sais le plus parce que j'ai les mains dessus. Mais alors les systèmes, j'arrive et puis je m'en fous en fait. Je regarde, tu vois, j'arrive dans les salles et puis je me dis c'est cool, il y a une sono, puis il y a des subs et puis c'est super et puis on verra bien quand on écoute parce que des fois il y a plein de trucs, ça paraît énorme puis c'est tout pourri. Puis il y a des fois c'est tout petit et puis en fait ça sonne super bien. Donc en général je m'en fous un peu du matos et puis une fois que j'écoute juste si ça marche ou si ça marche pas. Je pense que ta carrière elle est quand même plus axée sur la musique et peut-être moins sur la technique événementielle et donc forcément c'est vrai que toi le système qui est en l'air t'as l'impression que c'est pas vraiment ton travail en fait, tout simplement. Ton travail, c'est que le concert il soit. Oui, voilà. Après, soit carré, ça peut rentrer des fois dans des considérations un peu plus techniques. On se dit tiens, le système il est pas en phase, il faut recaler des trucs, machin, etc. Ça se discute, hein, mais c'est sûr que le gros de mon boulot, c'est pas vraiment de savoir quel système. Bien sûr. Joue dans quelle salle. Et donc du coup, je ne sais plus du tout. C'était quoi la question de base? Je m'écarte à chaque fois. La 01V. La 01V, voilà. La 01V. Donc voilà, du coup, c'était un peu les premières fois que j'ai mis mes pattes dans des consoles. C'était vraiment celle-là. Et donc du coup, ça m'a un peu conditionné sur la suite, je pense, parce que finalement, l'architecture Yamaha, elle a changé, elle a évolué évidemment, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est un truc qui, une fois que c'est rentré dans ton cerveau, tu sais que tu es sur une Yamaha et puis finalement, tu vas toujours aller retrouver les mêmes choses aux mêmes endroits plus ou moins. Et donc du coup, évidemment, il y a eu plein de choses entre-temps, mais j'ai toujours bien aimé en fait mixer sur ces consoles. Enfin, pas les 01V, je t'avoue que bon, si je peux m'en passer, je suis content. On parle de YAM. Mais je choisirais ça plus que certaines autres, même plus récentes des fois. Mais voilà, les M7CL, ça sonnait pas de ouf, mais il y avait tout ce qu'il fallait dedans, puis j'aimais bien. Les CL5, ça a été ma favorite pendant un bout de temps, et c'est peut-être même encore ma préférée. J'ai tourné avec ça, avec les Pros aussi pendant un bout de temps. D'accord. Parce que je pouvais, puis que j'étais content. J'étais bien content qu'on ait un budget pour pouvoir louer une console, donc... Oh oui. Donc du coup voilà, c'était CL5 parce que c'était vraiment avec ça que je pensais faire le meilleur boulot. Et puis voilà. Et puis là plus récemment par exemple on est passé sur des lives de chez Allen Hayes.
Voilà, donc là, on a tourné avec ça. Les 2 dernières tournées que j'ai fait avec les Proust, et même la dernière tournée que j'ai faite qui a été annulée en cours de route d'ailleurs, Mhm. avec Rendez-vous Point, c'est l'autre groupe du batteur de les Proust. Oui. J'ai fait ça avec une petite D-Live qui était super pratique, super bien, et puis que je suis en train de découvrir à chaque fois que je refais une tournée avec, et puis que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, là c'est le seul truc pour l'instant qui est en train de me faire démordre de Yamaha, c'est des lives. Je n'ai pas encore essayé les dernières Yamaha, les rivages là, qu'ils ont sortis plus récemment, Ouais. qui apparemment sont une grosse tuerie. Mais sinon, non, là pour l'instant j'aime bien des lives. J'ai fait beaucoup de tournées avec Midas, justement avec des M32, même avec des Behringer, des X32 qui sont Bien super sûr. aussi. Pour le prix, c'est absolument imbattable. Il n'y a personne qui fait des consoles de cette qualité D'accord. pour ce prix-là. Donc rapport qualité-prix incroyable. Et puis voilà, genre, tu vois, la tournée que j'allais faire en Amérique du Sud avec Tesseract, Mhm. c'était M32 pour toute la tournée. Et puis c'était très bien comme ça, quoi. Incroyable. C'est incroyable. On n'imagine pas trouver une Midas M32 sur une tournée comme une tournée de Tesseract. Et, ouais. Et pourtant, Vraiment. c'est ce qui marche. C'est ce qu'on a trouvé qui marche le mieux pour l'instant. Je sais qu'ils ont fait, alors après ça dépend avec qui ils bossent, hein, mais ils ont bossé avec d'autres sondiers qui utilisaient des Digico ou des trucs comme ça, parce que beaucoup de fly-in, donc tous les shows où il y a beaucoup d'avions, etc. Il faut trouver toujours une solution où c'est un truc petit qui va être facile à trimballer. Donc Eh oui. ils peuvent se trimballer avec une petite SD11 là qui. Oui, j'allais dire une SD11. Oui, je crois que c'est la 11. Oui, c'est Voilà, ça. c'est la toute petite là. Oui. Donc je sais qu'ils ont fait des tournées avec ça, qu'ils étaient contents. Moi, pour le coup, Digico, par contre, je vais pas casser les sucres sur leur dos, mais c'est vraiment pas mon truc. J'ai un peu de mal avec ces consoles. D'accord. En tout cas, j'ai sûrement pas encore assez eu sous les pattes pour bien les apprivoiser, on va dire. J'ai l'impression que c'est un peu l'avis qui revient aussi très souvent. C'est moi Digico, j'aime pas trop, mais en même temps, est-ce que je les ai eu assez dans les doigts? Souvent, les gens qui aiment Digico, c'est les gens qui ont tourné avec. Donc, c'est les gens qui ont finalement eu le temps de pouvoir se poser avec une de leurs C'est ça. consoles, faire leur setup comme ils ont envie. Il y a plein de trucs qui sont super, hein. C'est ultra bien fait, c'est ultra complet. On peut faire vraiment des milliards de trucs avec ça. Après, évidemment, ça force aussi à devoir prendre du temps pour se poser avec, créer son show et puis pouvoir vraiment bosser dessus, quoi. Moi, le souci, c'est que j'en ai toujours eu en festival, sur du speed ou des trucs comme ça. Enfin, c'est jamais vraiment le truc. Et du coup, en plus, Oui, vu qu'elles sont tellement modulables à souhait, tu peux avoir un peu ce que tu veux où tu veux. Le problème, c'est que quand tu l'as en accueil, sur un festival ou un truc comme ça dépend juste de comment elle a été configurée et du mec d'accueil. Si lui, il la configure d'une certaine manière et puis que du coup, tu t'habitues à cette manière-là de travailler, peut-être que le lendemain, si tu en as une autre et qu'elle est configurée différemment, tu vas être complètement paumé dessus. Et donc voilà, il y a des choses que tu retrouves toujours, mais oui. il y a des trucs qui sont un peu compliqués. Et donc du coup, voilà, je me dis, je veux pas les tuer dans l'œuf non plus, mais c'est pas trop mon truc et Bien elles sûr. me plaisent pas beaucoup. Et l'interface en elle-même, elle me donne l'impression de bosser avec Windows 98, donc c'est pareil, c'est pas très engageant. Je peux comprendre que l'interface des SD, bon, ça peut être un peu. C'est un peu vieillot. Je trouve que c'est peut-être des bonnes consoles de prestataires en fait, justement par leur côté complètement modulable. Ouais, grave. Ça les rend super puis après, intéressantes. Puis je pense une fois qu'on a tourné avec ou qu'on les connaît un petit peu, c'est comme tout, hein. J'ai détesté les Soundcraft, les VI. Je les ai détestés la première fois que j'en ai eu. Les 2 ou 3 premiers shows que j'ai fait avec ça, je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai pas du tout aimé ça. Finalement, le fait de pas avoir les choses en ligne, mais de les avoir pas en colonne mais en ligne, tu vois. Enfin, c'était Oui, bien sûr. J'avais l'impression de me retourner le cerveau pour devoir travailler et c'était Ils sont ultra forts, complexe. Soundcraft, pour ça, hein, pour ouais. retourner le cerveau. Hein. C'est un truc Faire d'anglais, des j'ai trucs qui l'impression. sont genre ouais, c'est ça. Et du coup, c'était assez marrant parce que oui, je les ai vraiment pas aimés les premières fois que je les ai eus, et puis une fois que j'ai commencé à les connaître un petit peu plus, moi j'ai trouvé ça génial. Et puis pendant très longtemps, c'était aussi dans les consoles avec lesquelles j'aimais beaucoup bosser. D'accord. Donc du coup, je pense que pour plein de choses dans les consoles digitales maintenant, c'est un peu ça. On n'aime pas les consoles tant qu'on les connaît pas, c'est normal. Et puis une fois qu'on les apprivoise un petit peu, on se rend compte que elles sont toutes très bien et qu'il faut juste s'adapter et puis trouver C'est ça. celle qui nous plaît le plus, quoi. Mais dans l'absolu, tout se vaut, et puis encore une fois, ça importe peu par rapport à un groupe qui joue ou qui joue pas. Donc, Bien sûr. Donc si on résume en fait ta réponse, c'est bien parce que encore une fois, tu as répondu à plusieurs de mes questions qui allaient arriver. Première faut que tu console, m'arrêtes, hein, si je 0 parle 1V. trop. Ah non, mais c'est génial, c'est génial. Première console, 0 1V. Celle avec laquelle tu as passé le plus de temps, c'est L5. Mhm. Et celle du moment, une petite D-Live. Exactement.
Mais Allen Is, j'en vois de plus en plus. Bien Je suis sûr. allée voir Architect Ouais, en début d'année dernière, il me semble. ouais. Et ils sont aussi chez Allen Is, autant pour la FOH que pour le MON. Mhm. Et j'en vois de plus en plus. Tout simplement. Bah, parce que c'est une des seules marques qui a fait un truc qui est aussi léger, donc que tu peux faire voler. Donc pour tous les groupes qui tournent à l'international et qui se bougent en avion, au lieu de devoir à chaque fois faire des locations sur place, aller dans des pays où des fois il n'y en a pas, on ne sait pas si cette marque-là elle va exister dans tel ou tel pays. Donc c'est pas toujours facile de forcer la location, ou alors ça coûte beaucoup plus cher et puis du coup ça fait une grosse perte d'argent pour le groupe. Enfin, il y a plein de trucs qui font qu'au final on se dit bah ouais, en fait il vaut mieux voler avec notre console. Et puis du coup, celle-ci c'est la seule, enfin c'est dans les seules quasiment, la SD11 elle vole. Mais enfin voilà, il y a pas beaucoup de marques qui font des consoles qu'on peut faire voler et qui ont autant d'options je veux dire, avec les Pros, on a pendant longtemps bossé avec une M32 en rack pour les Mhm. retours par exemple, Oui, qu'on faisait voler avec nous. Et puis là, depuis les dernières tournées, on peut plus parce qu'en gros, on a un patch en 41 pistes. d'accord. Waouh. Donc du coup, je peux plus utiliser une M32 Et pour les non. retours parce Mhm. qu'ils ont besoin de tout dans les oreilles vu qu'ils sont tout en in-ear. Il n'y a pas de choses dont ils peuvent se passer, enfin pas assez en tout cas pour redescendre à 32 pistes. Donc on pouvait plus utiliser ça. Donc on a été obligé de changer et c'est un peu ce qui nous a forcé à aller sur des lives. Parce qu'au final, on s'est dit, bah ouais, avec la D-Live, là on a un stage box de 48 entrées. Et surtout, je peux tout splitter en numérique dans la console parce que j'ai 128 entrées numériques. Donc du coup, j'ai tout splitté. Ça leur permet à eux de toujours se faire le retour avec leur iPad sur scène et surtout d'avoir absolument rien qui change quand moi je vais changer des EQ à la face. Mhm. Il y a une partie il y a Ah, 41 c'est pistes pour cool. la face et il y a Mhm. 41 pistes pour les retours. C'est Dans la génial. même console, il n'y a pas besoin de splitter, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. On a juste un stage box et une console qui fait moins de 30 kg dans flight case et que du coup on peut mettre dans un avion. Ah, c'est Donc génial. forcément, je pense que c'est un petit peu ce qui a poussé tout le monde à utiliser cette marque-là. Et que dans plein de pays où même les groupes, ils font très peu de routes parce que c'est des pays où il y a des grosses distances entre les villes Mhm. et que tout se fait par avion. Donc beaucoup en Australie, même en Norvège par exemple. Je crois qu'en Norvège, la D-Live, c'est la console la plus vendue. D'accord. Parce que finalement, il y a tellement de villes qui sont un peu loin dans Et le nord oui, du parce que pays, la etc., Norvège, que oui, les c'est mecs, ils prennent pas. pas une bagnole pour faire 14 heures de route pour un concert. Donc Oui, du coup, ils prennent un avion et puis ben voilà, ils prennent cette console-là. Et du coup, c'est beaucoup de pays comme ça qui sont devenus un peu les plus gros acheteurs de ces consoles-là. mhm, Parce que bah, déjà pour eux, c'est de toute façon comme ça, dans les tournées, ça se fait en avion. mhm. Et puis du coup, ça devient aussi intéressant pour tous les groupes qui tournent à l'international parce que, encore une fois, avion etc. Donc ouais, c'est peut-être plus cool d'avoir plus de faders. Même moi, je suis un adepte d'avoir plus de faders que sur une petite C1500 là. Euh, mais évidemment, donc du coup, bah, en tournée, on peut peut-être prendre un plus gros modèle parce qu'on Mhm. sait qu'on va être dans un bus avec un trailer, etc. Bien sûr. Mais quand on commence à faire des fly-in et puis des shows, des festivals ou la tournée de festival en été, par exemple, c'est le meilleur truc qu'on puisse avoir. D'accord. En tournée de festival, on tourne avec cette petite console-là, on fait des line checks tous les jours. Waouh. On n'a pas de sound check, on n'a pas le temps de rien. Là, on arrive avec une console qui a tout déjà dedans. Oui, ça fait Tout est gagner déjà un là, le temps. show il est déjà mixé Eh quasiment. oui, Et donc du coup, il n'y a plus qu'à faire un peu de l'écu de face et puis à faire ses suivis comme on fait d'habitude. Mais on démarre pas de zéro comme finalement on le faisait avant. eh oui. Donc du coup, c'est évidemment un gain de temps fou et un gain de qualité aussi de mix parce qu'au lieu de se dire bah tiens, ça va prendre 3 morceaux avant de sonner bien, bah, ça sonne tout de suite dès le premier morceau, quoi. C'est vrai qu'Allen Is ont ce côté très pratique. Euh, mais même sur Ah les bah plus ouais, petits modèles, hein, vraiment. Enfin, je trouve que même si on ouais, ouais. part dans la série des SQ, SQ, c'est hyper ouais. pratique. Vraiment Bah, c'est super hyper pratique, pratique, quoi. grave. Même Non, c'est super les pratique, boîtiers puis de pareil, c'est scène, super léger. ouais, c'est Ouais. léger, c'est maniable, c'est cool. Pour les petites tournées où t'as pas forcément de place, en plus, bah non, c'est vraiment génial. Ah, puis il y a des tonnes d'artistes, même des gros trucs hein, qui tournent Ah avec ça, oui, quoi. oui, oui, bien sûr, J'ai vu bien sûr. j'ai vu des mecs là, il y a pas longtemps justement, qui parlaient de je sais plus quel gros artiste de pop là, bon, peut-être pas un Justin Bieber, mais des trucs de ce genre-là quasiment, Mhm. des gros artistes de pop qui disent bon bah ouais là on avait 3 fly-in et puis un petit show de promo à faire dans une télé, bah on a pris ça quoi. Ouais. Parce que les mecs ils peuvent pas se trimballer avec une console de 600 kilos et puis Oui, clairement. ça marche pas quoi. Si, Donc ouais. si tu devais garder qu'un seul micro sur Terre, quel micro tu garderais? Et ça s'applique pour le live et pour le studio.
Ok, alors c'est une bonne question. Euh, Est-ce que c'est mon micro préféré, genre celui sur lequel je veux pas faire de compromis, ou est-ce que ce serait plus un micro qui fait tout? Parce que Je j'aurais deux pense réponses qu'il te... différentes. Bah écoute, j'ai bien envie que tu me répondes aux deux, parce que j'ai bien envie de savoir les deux. Donc Ok. vas-y, je t'écoute. Ton Alors micro préféré? le premier auquel j'ai pensé quand tu m'as dit ça, sans réfléchir du tout, c'était le D6 de chez Audix. Oui, d'accord. Parce qu'en gros, c'est le micro que je préfère avoir dans une grosse caisse. Que depuis que j'ai commencé à bosser avec ça, j'ai plus vraiment envie de bosser avec quoi que ce soit d'autre. Particulièrement en live en tout cas. Euh, et que du coup, même justement, on parlait des festivals, des moments où c'est speed, enfin, c'est arrivé plein de fois qu'on n'ait pas le temps pour rien. Et que du coup, si on arrive sur un festival qui a du backline commun, des micros sur tout déjà, le gain de temps, c'est d'utiliser ce qu'il y a sur place. Mhm. Mais je sais que si c'est pas un D6 dans la grosse caisse, en général, je vais au moins changer le D6. Je vais au moins changer le micro de grosse caisse parce que ça, je fais D'accord. pas de compromis là-dessus. C'est ta signature. C'est D6 sur toutes mes grosses caisses. C'est génial. Donc voilà, du coup, j'aurais envie de te dire, le premier qui me vient à l'esprit, c'est celui-là. Après, par contre, si je devais garder qu'un seul micro pour faire Mhm. tout, ce serait clairement pas celui-là. Parce qu'il fait très très bien de la grosse caisse, mais il y a plein d'autres choses que je voudrais pas enregistrer avec un D6. Donc ma vraie question, Euh, c'était plus ça. Quel micro tu garderais pour faire tout? d'accord. Alors, je vais faire un peu de... qu'il faudra couper au montage. Allez, allons-y. Euh, écoute, s'il y a un micro qui devrait faire tout, j'aurais envie de te dire sûrement du coup un statique, enfin des trucs de studio un peu, genre TLM103 de chez Neumann et ce genre de trucs qui sont assez D'accord. transparents et qui font un peu tout très bien. Euh, je sais pas, ouais, ça marche très bien surtout, on va dire. Par exemple, un TLM103, ça marche très bien surtout. D'accord. Ça pourrait être ma référence en statique. Sinon, en dynamique, je te dirais un SM7. C'est vachement, vachement bien pour plein de trucs aussi. D'accord. Et du Ok. coup, je pense que je pourrais mettre ça devant à peu près n'importe quoi et trouver que c'est cool. Que ce soit devant une voix, un charlet, un ampli guitare. Les SM7, c'est vraiment très très cool. D'accord. Surprise de ne pas entendre la venue du SM57. Eh ben non, bizarrement, parce que en fait, SM57, c'est un peu mon go-to micro pour des guitares. Ouais. En général, je ne vais pas chercher trop spécial sur des amplis guitares. Si on me demande quoi, je vais demander les 57 et puis pas être très original, mais ça me va très bien. Non, mais c'est bien parce Par que tu contre, vois, c'est la réponse que j'attendais et tu n'as pas été là où je hmm, t'attendais. Donc c'est super. tu vois, surprise. Mais oui, non, le 57, c'est vrai que c'est une très bonne référence et que c'est bien pour plein de trucs, mais ouais, pas pour tout non plus. Donc, non, je reste D'accord. sur mon SM7 ou un gros statique à large membrane parce que ça prend tout bien et que ça ressemble à la réalité et puis que c'est bien. D'accord. J'aurais vraiment aimé parler un petit peu, donc rapidement, parce que c'est vrai que là, on commence à être un peu short dans le temps. Est-ce que tu peux me parler des albums que tu as enregistrés en studio, notamment Hypnose, Kadinja? Ouais. Euh, Comment... Parce que Hypnose, c'est quand même un groupe que je trouve... Alors, c'est vrai que ça s'adresse quand même à un public connaisseur, averti, mais c'est quand même un groupe Mhm. vachement en place depuis de nombreuses années maintenant. Et Kadinja, Ouais. c'est un peu maintenant les nouveaux chouchous de la scène française. Donc, est-ce que tu Ouais, pourrais carrément. nous parler un petit peu de tes sessions studio avec eux? Bien sûr. Alors, dans l'ordre, on va dire dans l'ordre des choses, c'est que j'ai commencé. Enfin, j'ai fait le dernier album de Kadinja avant de faire le dernier d'Hypnose. Et Mhm. c'est même un peu, je pense, le Kadinja qui a décidé Hypnose à bosser vraiment avec moi. D'accord, Je leur ai fait écouter en cours de mix et ils m'ont dit ouais, c'est bon, on bosse avec toi, c'est super. Enfin, ils étaient déjà super. a priori très contents et puis ils voyaient que enfin, ce que je faisais avec Kadinja, ça avait l'air de leur plaire, donc du coup, ça les a décidés. Mais finalement, j'avais quand même déjà bossé avant avec Hypnose. J'ai fait des remplacements live. En gros, ils avaient ouvert pour The Ocean, en fait, sur une petite tournée qu'on a fait, Mhm. où il y avait principalement des dates en France et en Belgique. Et donc c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés les premières fois, parce qu'on se connaissait pas plus que ça avant ça, si je me trompe pas. Mhm. Donc ils avaient leur sondier évidemment, Zoul qui est un mec super et qui bosse très très bien. Et D'accord. puis voilà, et puis du coup on a fait cette petite tournée qui était vraiment mortelle. Et peu après ça, je crois l'été suivant si je me trompe pas, il y a eu des dates où Zoul pouvait pas leur faire le son, ils m'ont demandé de remplacer. J'avais été leur faire le son au Motocultor Festival, qui était assez énorme d'ailleurs, c'était vraiment cool ce concert. Donc ça c'était la première fois que je leur faisais le son en live. En festival, tu vois, genre Oui, les j'allais premières dire, fois en waouh. festival où t'as pas le temps pour rien. Mais bon,
coup de bol, on va dire, ça s'est très bien passé et puis, puis Mhm. c'était vraiment un super concert. Et, euh, et donc du coup, après celui-là, j'en ai refait encore un ou deux autres avec eux. J'avais fait une date à Paris à la Maroquinerie avec eux, que j'avais enregistré en multipiste. Finalement, j'ai mixé un titre pour eux qui est sorti sur YouTube, là, qui était cool. D'accord. Je pense que ça, c'était un petit premier pas déjà dans le fait qu'ils se disaient, ah bah tiens, cool, ce gars-là, il fait aussi du studio, puis c'est bien, voilà, on était content du truc, c'est sorti comme ça. Et puis, euh, et puis ensuite, entre-temps, j'ai fait un acoustique, j'ai fait le live acoustique de Clone, que j'ai enregistré et mixé. Génial. Parce que derrière ça, c'était le moment où Hypnose allait enregistrer leur deuxième album acoustique. Et puis, pareil, ils ont entendu l'acoustique de Clone qu'ils ont aimé. Donc, du coup, ils m'ont demandé si je voulais pas mixer celui-là, qu'ils ont enregistré de leur côté. Donc, ils se sont tout enregistrés un peu de leur côté, à la maison, D'accord. à droite, à gauche, avec différents trucs. Et puis, voilà, j'ai mixé ça. Et puis ça s'est vachement bien passé. Tout était assez fluide en fait. On s'est très bien entendu assez rapidement. Et puis c'était vite vu. Je les ai orientés vers Pierrick, donc, qui est mon acolyte de 1543, qui leur a fait un joli mastering, D'accord. qui avait aussi masterisé d'ailleurs l'acoustique de Clone. Donc du coup, voilà, je les ai envoyés vers lui. Il leur a fait un super boulot. Enfin, tout était assez évident. Et puis du coup, finalement, je pense que c'est ça qui les a poussés à me demander si j'étais intéressé par le fait de faire leur prochain album électrique. Et puis du coup, j'étais bien sûr. J'étais évidemment honoré et puis très très impatient de le faire. Mais bon, on en avait juste vaguement causé, sans forcément se valider complètement tout le truc. Et puis c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire l'album de Kadinja. L'album de Kadinja, Un album incroyable. ouais, Incroyable ouais, album. il Ah est oui. chouette, hein. C'est un de ceux dont je suis le plus fier. Ah, tu peux. Du coup, ouais, non, celui-là, c'était. En fait, avec Kadinja, quand ils ont fait leur premier album, on avait bidouillé un petit peu déjà des trucs ensemble. Finalement, moi, j'ai pas mixé cet album, hein, mais j'avais fait un essai de mix sur un titre Mhm. où on trouvait ça cool et c'était super, mais finalement, pour des soucis de calendrier, un peu de budget, puis un peu plein de choses, ça s'est pas fait. Mhm. Mais du coup, à force de aussi tourner avec eux, pareil, je faisais le son aussi pour eux. Enfin, encore une fois, tout est lié, hein. Je faisais le son pour eux parce que leur batteur, qui est Morgan Berthet, c'était le batteur de Clone à l'époque. Et c'est en commençant à bosser avec Clone en live que j'ai connu Morgan. Et puis que du coup, il m'a branché sur Mirat et puis Kadinja. Donc voilà, du coup, je faisais le son pour Kadinja à l'époque. Oui. Puis voilà, puis à force de tourner ensemble et puis de discuter un petit peu de comment on voit les choses sur le studio, sur les choses comme ça, on s'est dit, bon, le deuxième album, on le fait ensemble quand même. Donc du coup, c'est comme ça qu'on a décidé de le faire. Pierre Danel, qui est le guitariste du groupe, qui est aussi beaucoup dans la prod et tout ça, et qui fait beaucoup de mix et plein de choses comme ça, il avait déjà quand même beaucoup avancé le projet parce qu'il avait fait toutes les pré-prod, Mhm. il avait déjà les prises de guitare, enfin, il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà faites. Donc moi, il était question que j'enregistre juste les batteries et que je fasse le mix et la prod avec eux, quoi. Donc du coup, finalement, on s'est échangé beaucoup de choses déjà en amont D'accord. avec, il m'a envoyé les pré-prod, on a remis un peu le nez dans l'artistique, à faire un peu évoluer les choses. Euh, Ensuite, on a enregistré les batteries. Et puis là-dessus, ils ont posé les voix. Et ensuite, j'ai mixé ça à la maison. À l'époque, j'habitais à Berlin, donc j'ai mixé ça à Berlin. D'accord. D'où le fait que ton LinkedIn soit entièrement en allemand. C'est ça. Il est en allemand, mon Ok. LinkedIn? Merde, Ça a je ne été savais pas. terrible. Ça a été... Ah, d'accord, c'est une traduction automatique. C'est pas moi qui ai fait ça. Je parle pas un mot d'allemand en plus. D'accord, excuse-moi. Et donc voilà. Et donc du coup, à l'époque, donc j'ai mixé ça à la maison. Pierre est venu me rejoindre à Berlin pour qu'on finisse de mixer ça ensemble. Mhm. Et puis voilà. Et puis du coup, pendant qu'on faisait ce mix-là, j'ai envoyé des premiers jets de mix dont on était content à Manu d'Hypnose, qui me disait, ah bah, ouais, bah super, on va bosser avec toi pour l'album électrique. Et puis voilà. Puis en fait, finalement, tout s'est fait un peu en parallèle comme ça. L'album de Kadinja, on a terminé ça, on a envoyé ça chez Pierrick au mastering. Et puis dans la foulée, l'Hypnose aussi, que j'ai fini de mixer avec eux à Paris. Pareil, de manière super fluide et super agréable. Enfin, on était super contents de la manière dont les échanges se passaient. Encore une fois, de manière très ouverte. Ils étaient super ouverts à tout ce que je pouvais suggérer. À l'inverse, je m'ouvrais aussi à faire des choses que j'aurais pas fait de moi-même, mais parce qu'eux le voyaient comme ça, je me disais, ah bah ouais, c'est vrai que c'est pas con, puis cool. Donc du coup, on a tous bien appris, puis bien évolué avec ça. Bien sûr. Et puis ça fait des beaux albums, quoi. Et du coup, voilà, c'est vrai que c'est deux disques dont je suis très 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 content. Et puis voilà, puis on a hâte de faire la suite. J'espère que je vais être de la suite aussi. On arrive à la fin de cet entretien. Du coup, j'ai quand même une dernière question.
Si tu pouvais donner un conseil aux petits nouveaux, à ceux qui se lancent, à ceux qui commencent, qu'est-ce que ce serait? Alors, bonne question. Je me sens souvent très mal placé pour donner des conseils parce qu'encore une fois, j'ai pas un vrai bagage de mec qui a appris dans les conventions, on va dire. Je dirais qu'il faut de la passion déjà dans tous les cas et de la patience et qu'il faut s'intéresser au max et puis pas avoir peur d'y aller. Je pense qu'il faut juste mettre les pattes dedans et puis faire des trucs. On peut pas juste se contenter de regarder des tutoriels ou d'aller dans une école, ça suffit pas. Il faut aussi mettre de l'application là-dedans. Donc du coup, pour moi, ce qui est très important, je pense que c'est d'avoir de la motivation, de la passion pour la musique, et puis de trouver des moyens de bosser ça, que ce soit en studio, tu vois, de récupérer des multipistes et puis de s'entraîner à la maison à essayer de trifouiller des trucs. Enfin, on apprend en faisant des erreurs. Pour moi, il n'y a pas d'erreur. On fait pas d'erreur, on fait qu'apprendre. Donc du coup, je pense qu'il faut juste faire l'expérience des choses, et puis c'est comme ça qu'on sera le mieux préparé. C'est comme le fait d'apprendre dans des mauvaises conditions. C'est pas plus mal parce que ça fait que quand on se retrouve dans des bonnes conditions, on est super à l'aise. Parce que si on a pris que dans des bonnes conditions, au moment où on va se retrouver lâché avec un truc qui foire, c'est la panique, et puis on a les mains qui tremblent, et puis on sait pas gérer. Donc au final, je pense qu'il n'y a pas grand chose qui remplace l'expérience. Mais évidemment, c'est bien d'avoir de la théorie parce que ça permet de comprendre plein de choses et de les comprendre mieux et plus vite que ce que moi je les comprends. Donc ça, c'est bien. Je pourrais jamais recommander à quelqu'un de pas aller dans une école ou de pas apprendre les choses correctement. Mais je pense qu'il faut se libérer un tout petit peu aussi de tout ce qui est conventionnel parce qu'on est dans un domaine qui est quand même de l'ordre de l'art, et que pour moi, la meilleure des règles, c'est qu'il n'y a pas de règles et qu'il faut essayer les choses, et que des fois, c'est en faisant des conneries qu'on trouve le meilleur truc. Génial, tout à fait d'accord avec tout ça. Je te remercie beaucoup, Chris Eddrich, pour ton temps et d'avoir répondu à toutes mes questions. On se croise à la prochaine tournée. Merci à toi. Merci à vous tous de nous avoir écoutés pour ce premier épisode du Talkback. La prochaine fois, nous recevrons Sébastien Bramardi, connu notamment pour avoir travaillé avec Francis Cabrel. Si vous avez aimé ce podcast, laissez 5 étoiles sur Apple Podcasts, parlez-en autour de vous et partagez-le sur les réseaux. C'était le Talkback, high five aux 13% et à la prochaine!